25 juin 2009. Toutes les télés du monde entier interrompent leur programme ce jour-là. Michael Jackson foi hospitalizado. Michael Jackson was pas 50. مايكل جاكسون في محاولة لفك اللغز King of Pop Michael Jackson को मद्दा हो. Michael Jackson ist überraschend gestorben. Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. C'est le chanteur le plus connu au monde qui disparaît. Si la nouvelle choque autant, ce n'est pas seulement parce qu'il était la plus grande star au monde, mais parce que personne ne s'attendait à cette mort soudaine. Il s'apprêtait même à renouer avec le succès en remontant sur scène. This is the final curtain call. Il a décidé qu'il voulait donner un tout dernier concert pour que ses enfants puissent le voir sur scène. Je crois que Michael pensait qu'il pourrait redevenir la superstar qu'il était. Nous allons vous raconter ces dernières 24 heures avant sa disparition. Que s'est-il passé? De quoi est-il mort? Ce qui l'a tué, c'est le propofol. Mais pourquoi son médecin personnel, le docteur Murray, lui en injecte ce matin-là une dose mortelle? Il a simplement laissé la perfusion couler en continu. Puis il a quitté la chambre. Dans un pays où la peine de mort est encore autorisée, un des médicaments que prenait M. Michael Jackson est utilisé pour mettre fin à la vie des Américains. Le docteur était occupé à faire des jeux sexuels par téléphone avec sa petite amie. Ce soir, vous allez découvrir qui a tué Michael Jackson. Nous avons tous en mémoire ces images. La retransmission en mondovision d'un véritable show pour les funérailles de Michael Jackson. Les téléspectateurs du monde entier sont encore sous le choc, ne croyant pas à la mort du roi de la pop. L'annonce de la disparition de Michael Jackson, âgé d'à peine 50 ans, personne ne veut y croire. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Pourquoi la plus grande star de la pop musique de tous les temps est-elle partie si tôt? Nous sommes à Los Angeles, le 24 juin 2009. Il fait plus de 30 degrés à l'extérieur. Mais ce jour-là, Michael Jackson, lui, ne profite que de la chaleur des projecteurs du Staples Center. Ce sont les derniers jours de répétition pour lui de This Is It. Une série de concerts qu'il doit donner dans moins de 3 semaines. Il voulait réussir les concerts This Is It qu'on lui avait proposés. Il passait donc toutes ses journées au studio de répétition. Je crois que Michael pensait qu'il pourrait redevenir la superstar qu'il était. C'était épuisant et il n'était pas en très grande forme. En effet, cet après-midi-là, beaucoup d'observateurs dans la salle sont inquiets sur l'état de santé de Michael Jackson. Il ne lui reste alors que 22 heures à vivre. Je me suis dit, oh mon Dieu, il est en train de se tuer. Il y avait beaucoup de pression sur lui pour faire tous ces concerts. Et certaines personnes pensent que quand il a signé ce contrat, il a signé en même temps son arrêt de mort. Un Michael Jackson affaibli, épuisé, ce n'est pas très bon pour le business. Les producteurs de This Is It plaisantent même en disant qu'ils gagneraient beaucoup plus d'argent avec un Michael Jackson mort. This is the final curtain call. Il est devenu la star la plus célèbre au monde. Et encore plus célèbre mort que vivant. Comme son père le lui avait dit, c'était horrible. Environ 6 mois avant sa mort, il lui a dit « Tu vaudras plus cher mort que vivant ». Et c'est vrai. Il est plus de minuit. Michael Jackson, âgé de 50 ans, est épuisé par cette journée de répétition. Il quitte le Staples Center avec son chauffeur, qui l'emmène directement à sa maison du 100 North Carolwood Drive. À l'intérieur, ses enfants, l'intendante Kate Chase et ses 2 gardes du corps. Tout le monde dort, à l'exception de lui.
le docteur Murray. Il sait bien que pendant les répétitions de This Is It, Michael a besoin de lui pour l'aider à s'endormir. Il commence à faire ses répétitions, il est très stressé et il retombe un peu dans les démons qui vont un petit peu hanter les tournées précédentes, à savoir les insomnies et donc la prise de médicaments pour pallier ces problèmes d'insomnie et de trouver le sommeil autant que possible. Mais qui est ce docteur Murray, qui dans quelques heures va commettre l'irréparable? Ils se rencontrent en 2006, un soir à Las Vegas, alors que Michael est inquiet pour la santé de sa fille, Paris. Ce n'était au final qu'un simple rhume. Mais les deux hommes vont se découvrir un intérêt commun. Michael recherche un médecin complaisant et le docteur Murray de l'argent en grande quantité. Il devient alors son médecin personnel pour 150 000 $ par mois. Une folie. Un des assistants de Michael lui a dit « Avec ce que tu paies ce type, tu pourrais t'acheter tout un hôpital. » Et c'était vrai. Murray réclamait des énormes sommes. Il pensait que ça lui donnerait accès à la célébrité et lui assurerait sa fortune. Mais il avait surtout de très grosses dettes et il avait besoin de s'en sortir. Michael était devenu sa vache à lait. Il devient le médecin exclusif de Michael Jackson. Sous la coupe et les ordres du roi de la pop, il devient son dealer médicamenteux. Et Michael Jackson va en mourir. « 25 juin 2009. Retour dans la maison du chanteur à Los Angeles. Il est 1h30 du matin. Michael ne trouve pas le sommeil. Il faut absolument qu'il arrive à dormir, car demain, c'est une nouvelle journée de répétition intense qui l'attend, les dernières. Le docteur Murray lui donne alors 10 mg de Valium avec de l'eau. Il est 2h du matin. Michael Jackson est toujours éveillé. Alors le docteur Murray lui injecte 2 mg d'Ativan, un puissant sédatif. À 3h du matin, c'est une nouvelle piqûre. Cette fois-ci, c'est du Versed, un autre sédatif puissant. D'après le rapport d'autopsie, à 5h du matin, Michael Jackson est toujours éveillé. Le docteur Murray lui fait une nouvelle injection de 2 mg d'Ativan. Chose incroyable, avec tous ces médicaments, à 7h30 du matin, Michael Jackson ne dort toujours pas. Le docteur Murray lui fait une nouvelle injection de 2 mg de Versed. Si moi, ou peut-être vous, aviez pris ces doses-là, vous seriez déjà en train de ronfler pour quelques bons moments. Un des médicaments que prenait M. Michael Jackson est utilisé dans un pays où la peine de mort est encore autorisée pour mettre fin à la vie des Américains. L'aube se lève sur Hollywood. Michael Jackson appelle de nouveau le docteur Murray. Il va réclamer le médicament qui va finalement le tuer, dans quelques minutes. Un médicament qui est tout simplement un anesthésiant en chirurgie. Un médicament qui est aussi un vieil ami de la star, un compagnon de route dont il est devenu accro. Ce médicament est le propofol. Je savais qu'il avait des problèmes pour dormir et des problèmes de dépendance avec des médicaments. Je m'étais occupé de lui une fois quand il essayait de se sevrer des antidouleurs qu'il prenait suite à la brûlure au cuir chevelu qu'il avait subie pendant le tournage de la pub Pepsi. Pour comprendre cette dépendance, il faut remonter 25 ans plus tôt. Nous sommes en 1984. Michael Jackson est au sommet de sa gloire, adulé du monde entier. Il vient de réussir un coup de génie, l'album Thriller. On a fait Thriller et c'était très grand. C'était la meilleure chose qu'on ait faite. C'était beaucoup plus grand qu'on ne l'avait imaginé et ça dépassait de loin toutes nos attentes. Personne ne soupçonnait que cela deviendrait à ce point mythique, non seulement en termes de musique, mais aussi dans la culture populaire. Tourner Thriller aux côtés de Michael Jackson, un souvenir inoubliable pour la comédienne Ola Ray. Plus de 35 ans après le clip, nous l'avons retrouvé.
Tourner Thriller a été la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de tourner avec Michael Jackson. Son clip est numéro 1 depuis 35 ans. J'ai reçu toute la gloire, certes, et même si j'ai pas touché toute la fortune qui va avec. Franchement, je n'échangerai cela contre rien au monde. Avec Thriller, âgé d'à peine 25 ans, Michael Jackson devient une star planétaire. Il va alors signer un contrat record de 20 millions de dollars pour tourner avec ses frères dans 2 spots publicitaires pour un soda. Le 27 janvier 1984, c'est son destin qui va changer. Le premier incident qui, des années plus tard, contribuera à l'amener vers la mort. Pendant le tournage de cette publicité, Michael Jackson se trouve en haut d'un escalier. Il est prévu un effet pyrotechnique autour de lui pour l'éclairer. Mais un des feux d'artifice situé trop près de sa tête enflamme ses cheveux. Regardez ces images très rares. On voit très bien l'importance de la brûlure. Plus tard, on découvrira que la gomina qu'il avait sur ses cheveux est la raison pour laquelle le feu s'est propagé aussi rapidement pour atteindre en profondeur le cuir chevelu. La douleur est intense, insupportable. Désormais, elle ne le quittera plus. Il a dit, Buzz, tu ne peux pas t'imaginer à quel point je souffre. Ils m'ont mis des ballons sous le cuir chevelu pour tirer mes chairs. Comme ça, une fois qu'elles seront assez étendues, ils pourront retirer les tissus brûlés et recoudre ma peau. Je savais qu'il avait des problèmes de douleur physique, car il poussait son corps toujours plus loin. Il était très perfectionniste malgré la souffrance. Mais je sais que ça lui avait laissé des séquelles physiquement. Michael Jackson va souffrir pendant des mois et des mois, jusqu'au jour où il va découvrir le remède miracle, le propofol. Il y avait une nutritionniste qui travaillait avec lui. Elle était venue chez lui quelques jours auparavant pour le voir. Et Michael lui avait parlé du propofol qu'il avait déjà pris une fois à Vienne. Elle a regardé sur Internet, puis elle lui a dit « Michael, cela te fera dormir, mais tu pourrais ne jamais te réveiller. » Elle a refusé de lui en prescrire. D'autres docteurs ont également refusé car ils estimaient que c'était trop dangereux. Il ne doit être donné, le propofol, que dans un milieu hospitalier, avec contrôle électrocardiographique, avec s'il y a un arrêt cardio-respiratoire ou une bradycardie extrême proche de la systolie, et bien immédiatement on peut masser, on peut faire la réanimation classique, mais c'est donc dans une clinique où il y a des blocs opératoires ou dans un hôpital hospitalo universitaire, voilà, c'est tout, point final. Il n'y a aucun équipement médical dans la maison de Michael Jackson. Pourtant, ce matin du 25 juin 2009, il est 10 h, et Michael Jackson, malgré tous les médicaments, ne dort toujours pas. Il va alors réclamer son lait. Il dit au docteur « Donne-moi mon lait ». Le lait, c'est le nom que donne Michael au propofol. Il lui injecte le produit, et rapidement, Michael Jackson semble enfin dormir. Le docteur Morey sort de la chambre. Ce qui l'a tué, c'est le propofol. Parce que ça lui a été injecté par son médecin. Il ne savait pas vraiment comment administrer le propofol. Et au final, il l'a mal fait. C'est ça qui a tué Michael. Il a simplement laissé la perfusion couler en continu, puis il a quitté la chambre.
On ne doit utiliser ce médicament que par des médecins anesthésistes. Point final. Il est 11h24. C'est après 84 minutes d'absence que le docteur revient dans la chambre de Michael Jackson. Il est alors trop tard. Il a beau réinjecter des produits et tenter un massage cardiaque, rien n'y fait. Le roi de la pop est mort. À ce moment-là, il va se passer une chose inimaginable. Quand le docteur Murray a réalisé que Michael ne répondait plus, pour on ne sait quelle raison, il a hurlé « Allez chercher Prince !» Mais qu'est-ce que cet enfant aurait pu faire, franchement? Prince a couru à l'étage, et lui et sa sœur Paris sont regardés dans la chambre, et ont vu que leur père était mort. Cela a été très dur, un choc, un terrible choc. C'est seulement après cette terrible scène, vers 12h20, que les secours sont finalement appelés par son garde du corps, Alberto Alvarez. Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not breathing. He's not conscious, sir. Okay. Alors, que s'est-il passé durant ces 84 minutes d'absence qui se sont écoulées entre l'injection du propofol et le retour du médecin dans la chambre? Plusieurs coups de fil sont passés par le docteur Murray. Un à son cabinet médical de Las Vegas et un deuxième au docteur Arnold Klein, le dermatologue de Michael Jackson. Puis un autre appel plus discret à un associé de Michael Jackson. Des appels dont le contenu est resté secret même après le procès. Encore plus étonnant, pendant que Michael Jackson est sans surveillance, le docteur Murray fait ses mails, puis passe 15 minutes au téléphone avec Chad Ending, sa petite amie. Le docteur était occupé à faire des jeux sexuels par téléphone avec sa petite amie. Vous savez qu'on peut faire des jeux sexuels par téléphone? Quand le monde entier découvre l'image de cette ambulance sur son petit écran, personne ne sait que Michael Jackson est déjà mort, même pas sa propre famille. 10 ans plus tard, sa famille revient sur cette tragédie. Joe Jackson est chez lui à Las Vegas. Et il va aussi voir l'image des secours sur son téléviseur. À la télé, il y avait une ambulance qui quittait sa maison. J'ai su que quelque chose n'allait pas car une personne m'a donné un coup de fil. J'y ai pas cru. Mais par la suite, j'ai appris la nouvelle. C'était donc vrai. Michael était mort. Catherine Jackson, sa mère, elle, est appelée par l'ancien manager de Michael Jackson, Frank DiLeo. Elle se rend à l'hôpital Ronald Reagan, mais elle va se perdre. L'hôpital de Los Angeles est très grand. Il y a à peu près 8 bâtiments. Il faut trouver le numéro du bâtiment et puis son adresse exacte. Il était dans un état critique. Donc quand elle est enfin arrivée au bon endroit, il était déjà mort. Tito Jackson, le troisième de la fratrie, va être appelé par un de ses fils. J'étais en train de travailler au studio et j'ai reçu un appel de mon fils, Daryl. Il m'a demandé « Dis papa, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent au sujet de Michael à la télé ?» J'avais pas regardé la télé. Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'ils disent ?» Il a répondu « Ils disent qu'il a été transporté à l'hôpital suite à un arrêt cardiaque. » J'ai dit « J'ai rien entendu à ce sujet. » Du coup, j'ai allumé la télé, j'ai mis CNN. Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. He was rushed to UCLA Medical Center. Alors évidemment, j'ai commencé à appeler ma mère et d'autres personnes pour savoir ce qui se passait vraiment. Et ma mère m'a demandé de venir à l'hôpital. Elle était déjà en route. J'ai dû me changer d'abord pour me rendre plus présentable. J'étais habillé n'importe comment. Puis j'ai démarré le trajet vers l'hôpital. Je me suis arrêté en chemin pour prendre de l'essence car l'hôpital était loin de chez moi. Et en me garant à la station-service, ma sœur Janet m'appelle et elle me dit « Tito, est-ce que t'es au volant ?» Et là, je me suis effondré. Je savais ce qu'elle allait me dire.
Pendant que Tito fait le plein d'essence, son autre sœur, Latoya, elle, ne se rend pas à l'hôpital tout de suite. Mais révélation, elle part pour Carolwood et elle récupère toutes les affaires de la star. Elle prend les disques durs, les ordinateurs et toutes les maquettes de chansons. Jermaine Jackson se trouve dans une pièce privée de l'hôpital. Il relit le texte le plus terrible de sa carrière, celui qui va annoncer au monde entier la mort de son frère, la mort du roi de la pop, la mort de Michael Jackson. Jermaine Jackson vit avec la nièce de Dr. Tomei, qui est le manager de Michael Jackson. Donc en fait, tous les trois, ils sont déjà présents à l'hôpital quand Jackson arrive aux urgences. Et donc Tomei dit à Jermaine, tu vas annoncer la nouvelle, c'est toi qui vas prendre la parole pendant cette conférence de presse pour annoncer le décès du roi de la pop. Nous sommes le 25 juin 2009. Il est 21h06 à Los Angeles, 6h06 à Paris. C'est très dur. Mon frère, le légendaire roi de la pop Michael Jackson, nous a quittés le jeudi 25 juin 2009 à 14h26. Apparemment, il a subi un arrêt cardiaque chez lui. Cependant, la cause de son décès ne sera connue qu'à la suite de l'autopsie. Son médecin privé, qui était avec lui au moment de sa mort, a essayé de le réanimer. J'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais du mal à respirer pendant cette annonce. On te demande de raconter à la terre entière l'heure de la mort de ton frère, d'expliquer comment c'est arrivé. C'était l'un des moments les plus difficiles de ma vie, les plus durs. J'essayais de trouver de l'air pendant que je parlais. C'était tellement triste. Que notre amour soit avec toi, Michael, pour toujours. Je t'aime. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Si le grand public ne prête pas attention à cette séquence et pleure la disparition du roi de la pop, les fans, eux, sont surpris que ce soit le frère avec lequel Michael Jackson a été le plus en conflit qui prenne la parole. Pour comprendre la rivalité des deux frères, il faut remonter à l'origine des Jackson 5. À l'époque, le chanteur du groupe, le leader, la star, le chouchou de Joe Jackson, c'est Jermaine. Et ils ne sont alors que 4 sur scène. Mais le petit dernier va révéler un talent insoupçonné. Et c'est sa mère qui va le découvrir par hasard en faisant sa lessive. Michael a commencé à faire des claquettes sur le rythme d'une machine à laver et d'un sèche-linge. Ben oui, ils avaient l'habitude d'emmener Michael à la laverie parce qu'ils étaient pauvres au début. Même s'ils vivaient à Hollywood, bien ils habitaient toujours près d'un supermarché et d'une laverie. Vous savez, ils étaient 9 enfants. Michael Jackson a été conscient très jeune de qui il était, de quel talent il avait et du don qu'il avait reçu. Il savait qu'il était spécial d'une certaine façon. Michael était toujours heureux. C'était un esprit joyeux, un esprit libre. Il trouvait du positif dans presque tout ce qu'il faisait. Sa façon d'agir était différente d'une personne lambda. Il aimait faire le clown, s'amuser, faire des choses folles. C'était sa façon d'être. Michael a toujours été différent. Il avait un caractère unique. Depuis sa naissance, il n'a jamais arrêté de chanter, tout le temps. Michael était Michael. Michael Jackson a toujours été le préféré de sa mère. Elle continue de pleurer quand elle pense à lui. Nous parlons souvent ensemble et parfois, lorsque nous parlions de Michael, une larme coulait sur son visage.
Elle a aimé Michael plus que n'importe lequel de ses enfants. Très vite, Joe Jackson comprend qu'il va pouvoir monnayer ce talent. Mais c'est en allant chez lui que l'on va découvrir que Joe assène une règle, une obligation qui va hanter Michael Jackson. Quand vous vous entraînez encore et encore et encore à être absolument parfait, cela vous rend parfait. Et quand ça devient votre règle, vous pouvez ainsi être le meilleur au monde. Et c'est ce qu'il était. Je l'ai entraîné à toujours être le meilleur. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Sur ces archives rares, on peut voir à quel point Michael Jackson était perfectionniste. Vincent Patterson, le chorégraphe des clips Black or White, Beat It, Smooth Criminal, savait à quel point Michael Jackson recherchait l'exigence enseignée par son père. Il voulait s'améliorer en permanence. Il voulait continuer à être toujours le meilleur. Il plaçait la barre le plus haut possible. Il ne se contentait jamais d'être simplement bon. Sur ce document des répétitions de Black or White, filmé par Vincent Patterson, Michael Jackson se révèle un danseur exceptionnel. Pourtant, Michael Jackson n'a jamais pris de cours de danse classique ou de modern jazz. En fait, pour chaque clip, il observe minutieusement les pas et les mouvements du chorégraphe. Il les reproduit à la perfection, aussi bien qu'un danseur expérimenté. Mais il y ajoute son interprétation, sa touche personnelle, et ça fait toute la différence. Lui, c'est Matt Forger, un proche de la star. Il a mixé les albums Thriller, Bad et Dangerous. Pour lui, Michael Jackson était toujours à la recherche du meilleur, comme son père le lui a toujours imposé. Son exigence me manque. Il avait un talent unique. Michael Jackson avait des capacités infinies. Michael cherchait toujours le meilleur. Il était la personne la plus professionnelle avec qui j'ai pu travailler en studio d'enregistrement. Il me demandait toujours « Qu'est-ce que nous pouvons faire de nouveau? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que les gens n'ont pas encore entendu? Quels sont les nouveaux instruments ?» Être toujours au top. Il pense constamment à cet objectif fixé par son père. Un jour, Buzz Cohen, qui a travaillé avec Fred Astaire et Dean Martin, se trouve dans la salle de bain du chanteur. Il y découvre un miroir parsemé de messages où la star s'encourage. Sur l'un d'eux est inscrit le chiffre 100. Je pense que ça veut dire que tu veux gagner 100 millions de dollars. Alors il m'a dit non. Je veux vendre 100 millions d'albums. Il se mettait des objectifs comme ça, qu'il collait sur le miroir, pour qu'il les voie chaque fois qu'il passait devant. C'était comme un mantra, un guide, quelque chose qui le pousserait en avant. Il y croyait. Et il parlait seulement des ventes qu'il voulait pour son prochain album. Et cela après avoir déjà eu tellement de succès avec Thriller, Bad, Dangerous. Il se fixait toujours un but en croyant qu'il pouvait y arriver. Dix ans après sa mort, on comprend à quel point Michael Jackson était hanté par son père. Ce père qui l'entraînait comme un champion, et pas comme un fils. Il avait compris qu'avec le talent de Michael Jackson, il avait peut-être trouvé le moyen de sauver de la misère toute sa famille. Car Joe et Catherine et leurs 9 enfants vivaient dans une grande pauvreté, à Gary. Vous connaissez la ville où je suis né? Gary, Indiana. La vie y était très dure.
C'était la ville avec un des taux de criminalité les plus élevés des États-Unis, si ce n'est le plus fort. À l'époque, j'étais un gamin à Gary, Indiana. On ne vivait pas dans le pire quartier, mais certainement pas dans le meilleur. À Gary, si tu avais des fils, tu avais peu de chances qu'ils arrivent à dépasser les 18 ans. Il y avait beaucoup de gangs, de fusillades et d'agressions de toutes sortes. Et mon père, lui, avait 6 garçons. Alors, bien avant la musique, il nous éduquait pour que l'on devienne des hommes. Et quand il a vu notre talent musical, il a alors eu cette vision, les Jacksons. Même nous, on rêvait d'être comme James Brown, les Temptations, tous ces groupes de la Motown, les Isley Brothers, on voulait vraiment être eux. Ces artistes nous ont tout appris, ils nous ont inspirés, comme Jackie Wilson. On passait nos journées à écouter ses musiques, on passait du temps à apprendre toutes ces chansons. Et quand tu chantes ce genre de chansons, rien ne peut t'arrêter. L'idée de ne pas réussir ne nous a jamais effleurés. On avait travaillé si durement pour ça. Nous devions être meilleurs que tous les autres. Notre père nous répétait sans cesse, il n'y a qu'un seul numéro. Quelques mois avant sa mort, à l'âge de 89 ans, dans sa dernière interview qu'il nous a donnée, Joe Jackson pensait-il avoir été quelqu'un de bon ou de mauvais? Je peux être les deux. Je peux être méchant, comme je peux être gentil. Ouais. Je pense pas que mon père soit quelqu'un de mauvais. Je le vois plutôt comme une sorte de génie. C'est une vraie légende à mes yeux. Michael Jackson et son père, c'est vraiment une relation très singulière, très particulière. Quand ils sont petits, c'est vrai que le père n'hésite pas à donner des coups, à réprimander, à corriger ses enfants. Et celui qui se rebelle le plus, c'est Michael. De tous les frères et sœurs, c'est lui qui va toujours aller contester la colère de son père. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une relation amour-haine qui s'installe. Il ne faut pas aussi oublier qu'à de très nombreuses occasions dans sa vie, Jackson remercie son père pour ce qu'il a fait aussi pour lui. Dans son autobiographie, Michael Jackson rendra hommage à son père. Et nous avons vu que chez lui, Joe Jackson affiche avec fierté ce message. Mon père était un génie dans la manière dont il nous a managés pour notre carrière. Il savait ce qu'attendait le public et ce qu'il aimerait plus tard. Et surtout, ne jamais montrer au public ses souffrances et ses douleurs. Il était incroyable pour ça. Michael Jackson connaissait aussi l'enfance difficile de son père. Mon père avait l'habitude de me pendre à un clou pour que je ne traîne pas dehors. Et il me fouettait pendant que j'étais pendu au clou. C'est comme ça que j'ai été élevé, mais c'était différent avec Michael. Il avait l'habitude de l'asseoir sur ses genoux et mon père chantait pour lui. Michael adorait ça. Les ambitions de Joe se concrétisent. Le succès arrive et l'argent avec. Mais il ne faudrait pas qu'un grain de sable vienne enrayer la machine. Alors pendant que les frères s'amusent, il va réserver un autre traitement à Michael Jackson. Michael m'a raconté beaucoup d'histoires au sujet de sa solitude durant les tournées qu'il a menées aux 4 coins du monde et comment son père le faisait enfermer. Bill Bray, le chef de sécurité, l'enfermait à double tour dans sa chambre, car ils avaient tous peur que Michael se fasse kidnapper. Et si cela arrivait, il n'y avait plus de show possible, parce que Michael Jackson, c'était les Jackson 5. À travers la fenêtre de sa chambre, il regardait la lune, le ciel bleu et les nuages, et s'inventait des histoires. Il a fini par parler avec la lune et il adorait ça. Il a à peine 10 ans, et des années plus tard, se souvenir de la lune, il en fera un symbole, celui de Neverland. Voilà d'où vient cette image. Ses frères, comme Jermaine Jackson, vont retrouver le devant de la scène à l'enterrement de Michael Jackson.
Quand j'ai chanté Smile au cours de cette cérémonie, c'était un moment inoubliable pour moi. J'ai demandé à ma mère si je pouvais chanter cette chanson. Et elle a dit oui. Je voulais faire ça pour lui. C'était sa chanson préférée. Mais là encore, ils vont se faire voler la vedette. Cette fois par leur petite nièce, Paris Jackson. Just wanted to say, speak up, sweetheart, speak up. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. Les gens étaient tristes car il était parti et parce qu'ils l'aimaient. Mais ils l'aimaient d'une façon différente que moi. C'est mon frère. C'est une cicatrice qui ne guérira jamais. Nous devons tous partir un jour. Malheureusement, il est parti le premier. Michael a une place dans nos cœurs tous les jours depuis qu'il est mort. Et on essaie de garder son œuvre vivante. Dans ce cercueil, ne s'y trouve aucun corps. Il n'est là que de façon symbolique. Michael Jackson sera enterré à Forest Lawn, à quelques kilomètres de Los Angeles. Pour la mise en terre, une cérémonie intime et privée est organisée. Michael Culkin, Elizabeth Taylor et Lisa Marie Presley, Diana Ross, ont tous fait le déplacement, tout comme Catherine et Joe Jackson. Jackson décède en juin 2009, mais il n'est enterré qu'en septembre. Et en fait, pendant ces 3 mois, pendant cet été 2009, il va y avoir une lutte d'influence incroyable entre la famille, les avocats. Alors, il y a notamment son manager, Tomé Tomé, qui veut absolument que Jackson soit enterré à Neverland. Pourquoi? Tout simplement pour faire un lieu de pèlerinage payant, un peu comme Graceland avec Elvis Presley. Et puis la famille, Rushing, a déboursé la somme correcte et digne pour enterrer donc Michael Jackson. En fait, depuis la mort de Michael Jackson, tout le monde pense à l'héritage. Le testament est ouvert le 2 juillet 2009. Il date du 7 juillet 2002. Et surprise, celui-ci ne contient que 4 héritiers. Catherine Jackson, sa mère, hérite de 40% de sa fortune. 40% vont à ses 3 enfants, Paris, Prince et Blanquette. Il ne donne rien à son père, ni à ses frères, ni à ses sœurs, ni à ses ex-femmes, ni à ses collaborateurs. Mais il reste 20%. Ils iront à des œuvres de charité qui s'occupent d'enfants. Tous les frères et sœurs de Jackson, y compris son père, sont exclus. Donc là, c'est à douche froide. Parce qu'en fait, tous espéraient récupérer une part du magot ou faire partie du testament. Et en fait, ils n'ont absolument rien. Donc ça veut dire que là, on est vraiment dans le choix du cœur plus que du sang. Et que Jackson, par ce testament, en tout cas, occulte totalement sa famille. Je pense que le testament est authentique. Il savait qu'il allait mourir. Il a donc voulu écrire un testament pour protéger sa mère et ses enfants. Michael Jackson avait très peur qu'une fois mort, des personnes mal intentionnées ne se rapprochent de ses enfants pour mettre la main sur une fortune colossale. Depuis qu'il est parti, le trust qui gère son héritage gagne environ 500 millions de dollars par an. Rien qu'avec les droits d'auteur, les royalties, les images, les livres, les souvenirs en hommage à Michael. Il faut dire que lui-même, toute sa vie, a été abusé par des gens qui en voulaient à son argent. Il s'entourait de gens qui ne défendaient pas forcément ses intérêts. Il jugeait trop souvent avec le cœur et pas assez avec la raison. Il faisait confiance très facilement. Alors ces personnes agissaient parfois de façon bienveillante, et des fois non.
Il arrivait que des gens proches de lui pendant 20, 30 ans finissent par le trahir et que d'autres désertent les lieux avant qu'il le découvre. C'était quand même un drôle d'entourage qui gravitait autour de lui. Michael se retrouvait avec un tas de charlatans autour de lui. C'était incroyable le nombre de personnes qui venaient et qui lui disaient qu'ils allaient changer sa vie. Il y a même eu un producteur allemand qui a réussi à emménager à Neverland et qui avait pris le pouvoir et décidé de tout à la place de Michael. Michael Jackson n'a jamais touché tout l'argent qu'il gagnait. Ses managers, qui étaient payés environ 3 millions par mois, ça ne leur suffisait pas, alors ils le volaient. Quand Michael était sur scène, ils en profitaient. Ils avaient imprimé des tickets en double, encaissé l'argent et s'en fichaient si cela crée des histoires par la suite, et ça dans tous les pays de la tournée. À un moment, il y a eu une femme qui se disait être un chaman et qu'elle allait user de sa magie pour rendre la vie de Michael meilleure. Je ne sais pas s'il a vraiment cru ces personnes, ou s'il était juste amusé par eux. Parfois, je pense qu'il n'était pas dupe et qu'il se prêtait au jeu. Et si toutes ces personnes voulaient être autour de lui et tirer les ficelles, ok, il les laissait faire. Alors, pour éviter à ses enfants d'être parasités par un entourage malveillant, il va ajouter une clause étonnante à son testament. Elle stipule que les enfants toucheront l'intégralité des droits moraux de leur père quand ils auront 45 ans. Pour mieux se rendre compte, Prince Jackson aura 45 ans en 2042, Paris en 2043 et Blanquette en 2047. Cela veut dire qu'ils hériteront quand le président Emmanuel Macron aura 80 ans et Donald Trump 110 ans. Mais regardez bien cette image. Cet homme, c'est John Branca. C'est l'homme le plus important du testament. Il a été l'homme d'affaires et l'avocat de Michael Jackson. C'est lui qui va gérer la fortune de la star au sein d'un trust, sans que ni les héritiers ni la famille aient leur mot à dire sur les choix artistiques et financiers. Catherine Jackson a essayé de virer John Branca, mais elle n'a pas réussi, car Michael avait stipulé dans son testament que John Branca ne pouvait pas être renvoyé du fait qu'il était le seul à savoir comment gérer ses affaires. Il faut dire que l'avocat John Branca a fait faire les meilleures affaires financières à Michael Jackson. Nous sommes en 1985. Michael Jackson rachète le catalogue des Beatles pour 47 millions de dollars, laissant sans voix son ami Paul McCartney, qui n'a pas les moyens de surenchérir. Paul McCartney lui a dit un jour « Tu sais, Michael, c'est pas en faisant des concerts et des tournées mondiales épuisantes qu'on peut gagner le maximum d'argent. Certes, on fait pas mal d'argent avec les enregistrements et tout le reste, mais dans le monde de la musique, la vraie fortune se fait grâce aux droits des chansons. C'est simple, il suffit de s'asseoir et de regarder tomber l'argent des fenêtres. Plus besoin d'aller en tournée ou en studio. Il suffit d'encaisser les chèques. Eh bien, Michael était tellement impressionné par cette démonstration que la première chose qu'il ait faite quand Paul est parti, c'est d'appeler son avocat d'affaires John Branca et de lui dire « Lançons-nous dans le droit d'édition musicale ». Et sans que Paul ne s'en rende compte, ils ont acheté les droits du catalogue des Beatles. Il a dit à Branca « Je le veux ». Et pendant les négociations, il a dit « Branca, ne rate pas cette affaire. Paye ce que l'on doit payer pour l'avoir, peu importe le montant. » Et ils l'ont eu. Et c'était l'une des meilleures décisions qu'il ait pu prendre. Michael était loin d'être bête. Il savait très bien diriger ses affaires. Après cet achat en 1995, Michael Jackson, avec la complicité de son homme d'affaires John Branca, fusionne le catalogue des Beatles avec celui de Sony Music. Il crée Sony ATV. Cela veut dire que lorsque vous écoutez un titre de Beyoncé, des Rolling Stones, de Lady Gaga, de Pharrell Williams, de Queen, de Sting, de Stevie Wonder ou encore Elvis Presley,
Michael Jackson touchait 50% des droits d'édition. Enfin, 45%, car John Branca a pris 5% de l'affaire au passage. Après ce coup de maître, le businessman Michael Jackson ne comptait pas s'arrêter à l'univers de la musique. Il s'intéressait beaucoup à investir dans le monde du cinéma. J'avais même entendu dire qu'il voulait prendre des parts de la société Marvel. Vous vous rendez compte s'il avait réussi cela? Regardez à quel point c'est devenu énorme aujourd'hui. Michael Jackson aurait donc pu être à la tête des plus gros blockbusters de notre époque. Spider-Man, les X-Men, Iron Man et tout l'univers Avengers. Il avait déjà commencé les négociations avec Stan Lee, le regretté fondateur de l'Empire Marvel. Il voulait être Spider-Man et en acheter les droits. Je pense qu'il aurait voulu jouer le rôle de Peter Parker. Il ne l'a jamais dit, mais je l'avais compris. En tout cas, il désirait posséder les droits de Spider-Man. Alors quand je lui ai dit que je doutais que Marvel veuille lui vendre, il m'a dit « Eh bien dans ce cas, j'achèterai Marvel !» Je ne suis pas un homme d'affaires. Ce n'est pas moi qui ai fait les négociations. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux dire, on sait qu'il n'a pas acheté Marvel, mais c'était un de ses objectifs. Mais la plus grosse entreprise de Michael Jackson, celle qui emploie plus de 120 personnes, qui s'étend sur 2700 hectares, qui lui coûte $1 million par mois sans jamais lui rapporter un centime, et qui va aussi contribuer à sa perte, c'est Neverland. Michael Jackson a 29 ans. Il est riche et célèbre. Mais il vit encore chez ses parents, à Encino, près de Los Angeles. Maintenant, il rêve d'avoir sa maison à lui. Michael est venu me voir et il m'a dit ce qu'il voulait. Il adorait Neverland. Il connaissait déjà ce ranch. Je l'ai retrouvé et je l'ai acheté pour lui. Situé à 3 heures de Los Angeles, ce que Gloria appelle Neverland n'est encore que le Sycamore Ranch. Michael le découvre 4 ans plus tôt grâce à Paul McCartney en y tournant le clip de leur duo Say Say Say. Quand le propriétaire se rend compte qu'un clip a été tourné sur son terrain sans son autorisation, il va avoir une réaction plutôt musclée. Bill Bowen, le propriétaire du ranch, il a fait expulser Michael du ranch. Ils s'en fichaient que ce soit Michael Jackson. Il en voulait à Paul McCartney d'avoir organisé un tournage sans son autorisation alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il a donc viré Paul McCartney et Michael Jackson. C'est pour ça que Michael a acheté ce ranch de Neverland. Le jour où il a été expulsé du ranch, il s'est juré qu'il reviendrait et achèterait ce ranch. Il a réussi à gagner assez d'argent pour l'acheter et c'est devenu son ranch. Michael Jackson signe un chèque de $13 millions et s'achète son paradis grâce à Gloria. Mais tout ça dans le plus grand secret. Michael m'a demandé de lui acheter ce ranch, mais il m'a dit de ne rien dire ni à sa mère, ni à son père, ni à aucun de ses amis ou de ses employés. Il ne voulait plus voir ces gens. Tout le monde voit cet achat d'un mauvais œil. Sa famille, son avocat d'affaires, tous n'ont pas envie que la Pelouse d'Or s'éloigne d'eux. Presque inaccessible, isolée, empêchant ainsi de faire du business. Ce qu'ils ne savent pas, c'est la véritable motivation de Michael Jackson. En fait, il a un projet. Créer un lieu pour retomber en enfance, retrouver l'innocence qu'il n'a pas connue. Une innocence qui va bientôt être mise à mal. Michael pensait toujours aux enfants, en se disant comment faire pour que les enfants puissent profiter de cet endroit et avoir l'enfance que je n'ai pas eue. Il n'a jamais grandi. Il aimait inviter des enfants chez lui, mais c'était pour faire des batailles de polochon, manger des bonbons, regarder des films. Il n'était pas vraiment adulte. Michael Jackson rebaptise le lieu en hommage à Peter Pan, Neverland. On y rentre par un portail inspiré par Buckingham Palace. La propriété de 1400 hectares se divise en 3 parties. Le ranch de Michael, un parc d'attractions et un zoo. Après avoir franchi le portail, vous remontez un chemin sur votre gauche durant à peu près 800 mètres. Et là, vous commencerez à apercevoir la maison de Michael. La maison de Michael est entourée d'un lac, de jardins,
d'une piscine et d'un cours de tennis accessible par un pont de pierre, comme le magicien d'Oz, qui suit un chemin pour aller dans un pays imaginaire. Un lieu hors du temps, où l'on circule grâce à 3 trains, dont un vapeur, et dont la locomotive s'appelle Catherine, en hommage à sa mère. Voici la résidence principale. C'est le lieu de vie de Michael Jackson. Dans chaque pièce se trouvent des personnages en cire pour vous accueillir. Là, au rez-de-chaussée, une fresque gigantesque dessinée par David Nordal, où Michael est entouré d'enfants de toute nationalité et de toute religion. Plus loin, juste à côté de la grande cuisine, ce tableau noir sur lequel Michael et ses enfants s'échangent des messages. Daddy, I love you so much. 1200 mètres meublés par la star elle-même, où il mélange du mobilier anglais et français du XVIIIe siècle, des meubles au style ancien et au bois sombre. Mais regardez, toutes les fenêtres sont à croisillons. Au sol, on peut trouver des tapis persans ou du parquet en chêne. Michael voulait que Neverland ressemble au pavillon de chasse des rois de France. À l'extérieur, 2 fontaines geysers propulsent de l'eau à plus de 50 mètres de haut. Il voulait reproduire le jet d'eau de Genève sur le lac Léman. Partout dans Neverland, des statues d'enfants en bronze. On en trouve plus de 70 réparties dans le domaine. À elles seules, elles ont coûté 5 millions de dollars. Michael adore les sensations fortes. Il est donc la seule personne au monde à s'offrir un parc d'attractions privé. C'est lui qui va choisir tous les manèges, allant du plus doux au plus violent. Et quand Michael avait un coup de cœur pour un manège, il le voulait tout de suite dans son parc. Un jeudi après-midi, le 7 juin, Michael m'appelle en personne. « Hey, je suis Michael Jackson !» Il commence à me raconter qu'il est dans son lit d'hôpital à Santa Monica, en Californie, en convalescence. Il m'a dit « Rob, j'ai bien reçu la vidéo de ton carrousel. » Je l'ai regardée. Encore, et encore, et encore depuis mon lit d'hôpital. J'en suis tombé amoureux. J'en veux un pour Neverland. C'est ça le début de l'histoire. Grâce à cela, Rob Sweetson va obtenir la confiance de Michael Jackson. Désormais, il gérera tous les manèges. Alors forcément pour lui, quand on lui parle de Neverland, c'est la plus belle chose au monde. C'était juste un endroit incroyable. Vraiment magique, spirituel. La musique planait dans l'air. Si évidemment ce parc est un paradis pour les enfants, de nombreuses stars se bousculent aussi pour monter sur les manèges de Neverland et retomber en enfance. Je pense que la première star que j'ai rencontrée, c'était le chanteur Lionel Richie. Et ensuite, il y a eu tellement de célébrités qui sont venues. Michael faisait en sorte qu'elles se sentent comme chez elle. C'était drôle de voir des stars retomber en enfance. Même le président Reagan était venu. Mais c'est surtout Elizabeth Taylor et son mari Larry Fortensky qui étaient fans du parc d'attractions de Neverland. Ils adoraient le train. Je leur faisais faire un premier tour et ensuite Madame Taylor adorait conduire elle-même. Elizabeth Taylor adorait aussi le zoo de Michael Jackson. Elle lui a offert un couple d'éléphants. Le zoo se trouve au nord du ranch. Il s'étend sur plus de 15 bâtiments. Les pensionnaires, des girafes, des lamas, des perroquets
des fans, 2 tigres nommés Thriller et Sabu, une douzaine de flamants roses et un python de 6 mètres de long pesant 900 kg qui portait le doux nom de Madonna. Sans oublier 2 orang-outans, puis évidemment le célèbre compagnon de Michael Jackson, le chimpanzé Bubble. Neverland est donc une véritable petite entreprise. On y trouve même dans ce bâtiment administratif une poste privée. Il y a une poste qui en fait emploie 8 employés, donc qui parlent plusieurs langues, français, anglais, même japonais. Et donc en fait, ces employés ont la charge de classer le courrier, de le trier et de faire un résumé des lettres à Jackson. Donc c'est vraiment une vraie structure, un vrai bureau de poste organisé au sein même de Neverland. Mais il y a encore plus fou. La plus belle chose qu'il ait faite à Neverland est de construire une salle de cinéma avec environ 40 ou 50 places normales. Puis, au fond de la salle, il y avait 5 ou 6 fenêtres encastrées. Alors je lui ai demandé, « Michael, à quoi ça sert ?» Il m'a répondu, il y a des gamins qui ne peuvent pas venir regarder un film assis dans un fauteuil. Alors pour eux, j'ai fait installer des lits adaptés qui intègrent un système sonore et ils ont des bonbons et du pop-corn, tout ce dont ils ont besoin pour profiter des films comme n'importe quel autre enfant. Neverland va permettre à Michael Jackson de distribuer sa générosité. La presse commence à montrer cette générosité de la star envers les enfants malades. Mais derrière leur télé, certains ont compris que ces enfants qu'il aime tant étaient son talon d'Achille. Vous allez voir qu'une famille va en profiter pour lancer des premières accusations et vont en fait pousser le roi de la pop vers le début de sa mort. Seulement voilà, la famille Arvizo va y prendre goût. Michael a été une bénédiction pour elle. Elle a dit que son fils avait un cancer. Michael a toujours voulu aider les enfants qui étaient malades. Et ils ont été invités à Neverland. Et ils ont fini par s'y installer, avec toute la famille. Il les avait installés dans la petite maison qui était réservée à Elizabeth Taylor lorsqu'elle venait à Neverland. Mais cette femme avait décidé de rester pour toujours. Alors un jour, Michael a fini par leur dire qu'il devait s'en aller. Et tout est parti de là. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à lancer des accusations. Je pense sincèrement que les enfants Arvizo et leur mère ont poussé Michael dans un piège pour lui soutirer de l'argent. Je pense que ça a été bien démontré au procès. La famille Arvizo n'avait en fait qu'un seul but, lui prendre son argent. Vous savez, la mère du jeune garçon a déclaré qu'elle était retenue en otage à Neverland, alors qu'elle utilisait la Bentley de Michael pour aller se faire les ongles et du shopping. Michael a commencé à être agacé par cette famille. Il n'appréciait pas la façon dont ils profitaient de lui. Il ne voulait plus les voir à Neverland. Et c'est là qu'ils ont créé ces accusations de toutes pièces. Gavin Arvizo prétend qu'à 2 reprises, Michael Jackson l'aurait masturbé lors de ce séjour avec sa famille à Neverland. La famille Arvizo se souvenait très bien de ce qu'il s'était passé en 1993. Un père accuse le chanteur d'avoir abusé sexuellement de son fils Jordan Chandler, alors âgé de 13 ans. Michael Jackson, en pleine promotion d'un album, avait cru bien faire en payant 23 millions de dollars à l'amiable pour stopper les débuts d'une procédure. Ses avocats lui ont dit « Tu dois régler ça, Michael, parce qu'autrement, si ça va jusqu'au procès, tu ne pourras plus continuer ta tournée. Et ta tournée te rapportera beaucoup plus que ce que tu pourras dépenser pour un arrangement. » Michael a été convaincu de faire un accord avec eux. Mais au final, ça a envoyé un mauvais message, car ensuite d'autres personnes se sont dit « Oh, voici une vache à lait, on peut nous aussi en profiter. » Et c'est ce qu'ont fait les Arvizo, et d'autres ont essayé aussi. Il était au sommet de sa gloire.
Il voulait continuer à chanter et ne pas entacher sa réputation. Il a pensé qu'un procès à ce moment-là ruinerait sa carrière. Et il avait sûrement raison. Donc ses avocats lui ont proposé de régler cette affaire à l'amiable. Et ils lui ont donné ce conseil, qui au final n'était pas le bon. Ils auraient dû, d'une façon ou d'une autre, essayer de le faire disculper. Ce qui était tout à fait possible. En 2003, la famille Arvizo déclare publiquement que Michael Jackson ne recevrait pas des enfants à Neverland pour les rendre heureux ou les soigner, mais pour abuser d'eux. Une procédure judiciaire est déclenchée. Michael Jackson est accusé d'avoir sexuellement abusé d'un garçon de 13 ans. Il est aussi soupçonné d'avoir tenté de lui faire boire de l'alcool et d'avoir voulu séquestrer sa famille pour l'empêcher de parler. 1500 journalistes du monde entier sont accrédités pour suivre le procès. Il y a les fans qui le soutiennent et d'autres qui réclament la prison pour Michael Jackson. Une seule parole, une seule famille, les Arvizo, qui refusent de quitter Neverland, lancent ces accusations qui, cette fois, vont faire tomber la maison Jackson. Nous sommes le 18 novembre 2003. Ce matin-là, l'inimaginable va arriver. Le procureur, Tom Sneddon, a ordonné une perquisition de tout Neverland. Les policiers partent à la recherche d'indices prouvant que Michael Jackson est un prédateur sexuel. Lors de cette perquisition de Neverland, bizarrement, il y avait plus de 70 policiers alors que la moitié aurait suffi. Et sur les images que j'ai filmées pour le procès, les policiers longent les murs, prêts à bondir et à sortir leurs armes, au cas où Michael Jackson leur tombe dessus avec une arme ou je ne sais quoi. Dans le coffre-fort, aucun document compromettant. Alors les policiers continuent de chercher. La police découvre les pièces les plus intimes où vivait Michael Jackson. Et chaque recoin est fouillé minutieusement. Il avait un endroit plutôt cool en bas des escaliers de sa chambre. On pouvait trouver plein de jeux d'arcade, des flippers et un tas de jouets pour enfants. À l'étage au-dessus, il y avait la chambre de Michael avec un grand écran pour projeter des films. Quand les agents du shérif ont fait leur descente, ils ont trouvé un berceau installé à côté de son lit. C'était celui de son fils, Blanquette, et ça montrait que Michael dormait et veillait sur son enfant. Les policiers, ce jour-là, effectuent une perquisition, ils retournent le ranch, et en fait, ils ne trouvent rien, ils ne trouvent aucune preuve par rapport à Jackson. Par contre, à ironie du sort, ils vont trouver des revues pornographiques hétéros, qui d'ailleurs seront présentées au moment du procès sur grand écran, alors que Jackson est assis dans la salle à côté de sa mère, quoi. Michael a été publiquement traîné dans la boue. Ils ont passé en revue toute sa bibliothèque et ses effets personnels. Ils l'ont accusé de tous les maux de la terre. Une fois sali, c'était trop tard. Le mal était fait. Blessé, humilié, Michael Jackson ne veut plus retourner dans sa maison principale. Pendant la perquisition, sa chambre a été mise sans dessus-dessous par le shérif. Après, il n'a plus voulu y dormir. Il a décidé de s'installer dans la maison d'amis où il logeait Elizabeth Taylor, Marlon Brando et un tas d'autres stars. Finalement, rien n'est trouvé au cours de cette perquisition. Sa famille le soutient tout au long du procès. Ils viennent même un jour, tous habillés en blanc, lors de l'audition du 16 août 2004 pour symboliser l'innocence de Michael Jackson. Pour tous ses proches, cette innocence ne fait pas l'ombre d'un doute. De ce que je sais,
de ce que j'ai vu durant tout le temps que j'ai passé avec lui. Il n'y a aucun doute dans mon esprit sur le fait que Michael n'a jamais été un prédateur sexuel. Peut-être qu'il laissait dormir des enfants dans sa chambre, mais c'était comme le font des parents avec leurs propres enfants. C'était quelque chose de naturel. Si pour ses proches ça paraissait normal, il n'aurait jamais dû en parler en public, ni auprès de certaines personnes qui en ont tiré profit. Il aimait sincèrement les enfants. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est comment on peut interdire à quelqu'un de retomber en enfance quand il n'en a jamais eu. Je pense que le procès l'a tué. J'en suis convaincue. Quand j'étais au téléphone avec lui, alors qu'il était au Bahreïn, je lui ai dit « Michael, comment as-tu vécu ce procès ?» Et il m'a répondu « C'était la chose la plus dure que j'ai jamais vécue. Ça en dit long. » L'heure du verdict arrive enfin. Nous sommes le 13 juin 2005. Les 12 jurés populaires déclarent à l'unanimité Michael Jackson non coupable des 10 chefs d'accusation retenus contre lui. Les fans ont donc eu raison de le soutenir, de croire en son innocence. Ce 13 juin, ils exultent. Venus du monde entier, ils vont même l'accompagner, l'escorter jusqu'à Neverland pour fêter cette victoire. Mais ces accusations vont le poursuivre, même encore aujourd'hui, au-delà de sa mort. Il n'imagine pas que derrière cette porte de Neverland qui se referme, se trouve un être meurtri, détruit et traumatisé à vie par cette affaire. À partir de ce jour-là, et jusqu'à la fin de sa vie, Michael Jackson n'enregistrera plus d'albums et ne sera plus jamais sur scène. En effet, pour lui, son honneur est perdu. Sa carrière est terminée. Il ne sera plus jamais la star qu'il a été sans tâche et sans reproche, comme son père le lui avait dit. Vous devez être parfait, ça vous rend parfait. Michael Jackson ne veut plus remettre les pieds à Neverland. L'usine à rêve qu'il a créée est salie à jamais. Mais surtout, Neverland va être l'une des causes de sa perte financière. Jackson, en fait, même s'il estime que Neverland n'est plus son domicile, n'est plus là où il va habiter parce que le lieu a été souillé par l'affaire Arvizo, veut le garder quand même. C'est un peu une fierté, c'est quelque chose qu'il veut garder. Et il a un petit peu le projet un peu flou, mais quand même dans son esprit, d'en faire un lieu de séjour pour les enfants malades ou un parc d'attractions. Michael Jackson dépensait chaque mois plus d'1 million de dollars, rien que pour faire fonctionner Neverland. Tant qu'il vendait des disques et qu'il était sur scène, pas de souci. Les banques faisaient des prêts à foison pour financer son train de vie. Et Sony Music donnait des avances de plus en plus importantes. Mais maintenant, l'argent ne rentre plus. Michael Jackson est obligé d'hypothéquer Neverland. En 2008, le chanteur ne peut plus rembourser cette hypothèque. On lui demande alors de procéder à la vente de Neverland. C'est alors que va apparaître Tom Barak, un financier qui dirige le fonds d'investissement Colony Capital, qui d'ailleurs, à cette même période, est actionnaire en France du PSG et de Carrefour. C'est Tomé, le manager de Michael Jackson, qui présente Tom Barak à Jackson. Et on imagine qu'il se dit que, bon, au final, en aidant Jackson, il peut
il pourrait facilement mettre la main sur non seulement le ranch Neverland, mais aussi le fameux catalogue des Beatles. Il reprend la dette de Neverland pour 25 millions de dollars. Il devient alors son gestionnaire. Il va prendre une première décision, radicale, faire table rase de l'époque Michael Jackson. J'ai fait le tour de la maison et la plupart des meubles de Michael avaient été retirés et remplacés par ceux choisis par Tom Barak. Mais dans la chambre de Michael, une femme de ménage nous a dit « Ici, on sent toujours l'odeur de Michael ». Un jour, son eau de Cologne s'était renversée sur le plancher en bois du dressing. Le parfum de Michael était donc toujours présent et je l'ai senti et ça sentait très bon. Il a retiré tout ce que Michael avait installé dans ce ranch et il l'a remis comme il était à l'origine, pour qu'il ressemble au Sycamore Ranch de l'époque où Bill Bowen était le propriétaire. Le train a été enlevé et vendu. Tout le personnel a été remercié. Le zoo détruit. Les 2 tigres sont partis en premier et sont désormais morts. Bubble est décédé. Les girafes aussi. Sur la totalité des animaux de Neverland, seulement 4 sont toujours en vie. 10 ans après, Neverland est redevenu le Sycamore Ranch. Et voici à quoi il ressemble. Il est à vendre 68 millions de dollars. Quant à Michael Jackson, il quitte les États-Unis. Sans domicile fixe, il s'exile à Bahreïn, dans le Golfe, à l'invitation et aux frais du prince Abdullah, fils du cheikh Al-Khalifa. Il s'est installé avec ses 3 enfants au sud de Manama, à 10 minutes de la capitale. Mais Michael Jackson continue à crouler sous les emprunts et les dettes s'accumulent. Et Tom Barak se fait pressant. Il faut dire que l'homme est puissant. Le patron de Colony Capital est à la tête d'un fonds d'investissement doté de plus de 60 milliards de dollars. Aux États-Unis, il a été sous-secrétaire d'État de Ronald Reagan et c'est lui qui organisera la cérémonie d'investiture de Donald Trump. L'homme n'est pas du genre à ne pas récupérer ses investissements. Les chiffres sont implacables. En 2006, Michael Jackson a plus de 270 millions de dettes. Regardez ce tableau. En bleu, ce sont ses recettes. Et en rouge, ses dépenses. En fait, c'est 15 millions de dollars qu'il dépense en trop chaque année. Malgré tout cela, Michael Jackson reste confiant. Il dépensait d'incroyables sommes d'argent en se disant qu'il arriverait toujours à les rembourser. En effet, il pensait que l'argent ne serait jamais un problème. Il avait du talent et il suffisait de refaire un disque. Il voulait satisfaire ses envies d'avoir de belles choses. Il voulait s'acheter des statues grecques, les ossements d'Elephant Man. Mais la réalité est beaucoup plus cruelle. Le talent de Michael Jackson ne rapporte plus rien. Seule la vente de son catalogue Sony ATV pourrait le sauver, mais il s'y refuse. Si Jackson accepte de vendre le catalogue des Beatles, en fait, il y a 2 choses qui se produisent. Premièrement, sa fierté en prend un coup, parce qu'en fait, il est dépossédé de son plus gros trésor, et ça, il a du mal à l'accepter. Et puis, effectivement, c'est aussi une manne financière importante, une rentrée d'argent significative et fiable, qu'il n'aurait plus. Michael Jackson se met des œillères et continue à dépenser sans compter, alors qu'il ne rembourse plus ses prêts. Face à une telle attitude, le financier Tom Barak va trouver un stratagème pour se faire rembourser. Il s'associe à un promoteur de concerts
AEG. Ensemble, ils imposent à Michael Jackson une série de concerts qui s'appelle This is it. This is it, and see you in July. Michael avait vraiment besoin de ce concert. Cela allait rembourser ses dettes. Et vous savez, d'une certaine façon, il était dans la même situation que le docteur Murray, mais à une bien plus grande échelle, car il avait dépensé des millions. Mais l'argent n'est pas la principale motivation de Michael Jackson. S'il a décidé de faire ses concerts, c'est pour ses enfants. Je pense que sa carrière de chanteur était probablement terminée. Mais il a décidé qu'il voulait donner un tout dernier concert pour que ses enfants puissent le voir sur scène. Ils n'avaient jamais eu l'occasion de le voir car ils étaient trop jeunes. Ses enfants étaient tout pour lui. Je pense vraiment que Michael n'avait pas choisi de mourir ce jour-là. Et je pense qu'il n'aurait jamais abandonné ses enfants s'il avait pu faire autrement. Aujourd'hui, Prince, Paris et Blanquette ont trouvé leur équilibre. Ils sont souvent ensemble et continuent d'admirer leur père. Ils reçoivent même les prix qui lui sont remis à titre posthume. My dad won the Lifetime Achievement Award. It was an award that he strived and worked his hardest to get. But for me, and I think I speak for him as well, this right here is his Lifetime Achievement Award. À eux trois, ils rendent Michael Jackson éternel. Et c'est désormais à eux de faire vivre la légende, tout en prenant en main leur propre destin. Les enfants de Jackson ont déjà commencé la suite de l'histoire. Par ses choix de vie et ses décisions, Michael Jackson est le principal responsable de sa mort. Des années après sa disparition, le bilan est triste, ironique et impitoyable. Michael Jackson voulait transmettre Neverland à ses enfants et s'est endetté pour cela au-delà du raisonnable. Aujourd'hui, Neverland est à vendre pour 68 millions de dollars. Michael Jackson n'a jamais voulu se séparer de ses parts du catalogue Sony ATV et il s'endettera jusqu'à sa mort. En mars 2016, Sony récupère les 50% de Michael Jackson et débourse pour cela 676 millions de dollars. Il l'avait à l'époque acheté pour 45 millions de dollars. This Is It, le concert qu'il ne voulait pas faire, est devenu un film, un jeu vidéo, un Blu-ray. La tournée qui n'a pas eu lieu a rapporté plus de 60 millions de dollars, car les fans ont presque tous refusé de renvoyer leurs tickets pour se faire rembourser, car ils voulaient garder ainsi un dernier souvenir de Michael Jackson. AEG a donc conservé les recettes d'un concert qui n'a pas eu lieu. À ce jour, Michael Jackson a atteint le record de plus d'1 milliard de disques vendus, dont 200 millions après sa mort. Il reste le roi de la pop pour toujours. Tu seras toujours le roi pour moi, mais pas uniquement pour moi, pour le reste du monde. Michael, et il le sait, il est mon ange gardien. Et je l'ai aimé parce qu'il a été à mes côtés, pour me soutenir. Le Seigneur est avec toi. Et je sais que les gens, après ça, comprendront comme moi, je l'ai compris, que tu es une personne réellement honnête et sincère. Merci de m'avoir permis de faire partie de ta vie, même si ce n'est qu'une infime partie. Je te respecte en tant qu'artiste et en tant que personne. Tu me manques tellement et je veux que tu rentres à la maison. Reviens, s'il te plaît. Merci. Oui, merci pour tout. J'espère que tu es heureux. Il ne sait pas à quel point il a eu un impact incroyable dans ma vie et tout ce que j'ai appris avec lui.
Pas seulement au sujet de la musique ou du business, non, je parle de la vie, de la spiritualité et de son énergie. J'espère que tu es heureux, Michael. J'espère qu'il t'apprécie plus là-haut qu'ici, en ce bas monde. Sauf pour quelques millions et millions de personnes. J'espère que tu te portes bien et qu'à présent, tu as enfin le droit d'être un enfant. It was just like a soul.